Ils pensaient qu'ils ressemblaient à des Mongols parce qu'ils avaient les yeux bridés. Et c'est pour ça qu'on les a appelés à un moment donné les Mongoliens. On a 13 000 dossiers quand même. Donc c'est pour une pathologie de niche, c'est beaucoup. Parce que le grand drame aussi du suicide assisté ou l'euthanasie, c'est la solitude. Et c'est faire un procès d'attention à la médecine que de dire la médecine va vous faire mourir dans des souffrances atroces. Un jeune trisomique qui a traversé l'église, c'était Notre-Dame de Paris quand même, et qui est venu dire « Merci, professeur Lejeune, de ce que tu as fait pour mon père et ma mère. Grâce à toi, ils sont fiers de moi. Grâce à toi, ils sont fiers de moi. » Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast. Nous avons déjà reçu Charles Aloncle, Karl Zéro, plusieurs personnalités qui vous ont plu, j'ai remarqué. Vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer à suivre le profil, le parcours, la vie de ceux qui aiment la France. Aujourd'hui, nous allons recevoir Jean-Marie Leméné. Bonjour, vous êtes président de la Fondation Jérôme Lejeune. C'est un plaisir de vous accueillir. En quoi consiste déjà cette fondation ? Bonjour Christine, merci de votre accueil. La Fondation Jérôme Lejeune est une institution qui a 30 ans cette année et qui a pour objet de s'occuper des personnes porteuses d'un handicap mental et en particulier les plus nombreuses d'entre elles qui sont les personnes porteuses de trisomie 21 qu'on voit souvent maintenant à l'antenne à l'occasion de la journée internationale de la trisomie. Alors pour ça, nous mêlons trois verbes d'action qui identifient bien ce que nous faisons. D'abord, soigner. Nous avons repris une consultation médicale spécialisée sur le handicap mental et en particulier sur la trisomie 21, qui était celle de Jérôme Lejeune qu'il a exercée jusqu'à sa mort en 1994, donc il y a 30 ans. Après, Jérôme Lejeune était aussi un chercheur, donc il cherchait comment mettre en échec les conséquences de ce handicap mental qui empêche en fait les personnes qui en sont porteuses d'avoir une scolarité complète, de travailler facilement, qui les gênent quand même quelquefois dans leur développement, dans leur vie personnelle, etc. Et nous essayons, à la suite de Jérôme Lejeune, d'essayer de mettre en échec les effets néfastes et négatifs et délétères de la trisomie 21 pour rendre en fait à ces personnes les capacités qu'elles ont, mais qu'elles ont du mal à exprimer à cause de la présence de ce chromosome en trop partout dans leurs cellules. Et puis enfin, on développe une activité de plaidoyer. Alors nous, on dit défendre la personne porteuse de trisomie 21, mais c'est d'une manière plus générale, le terme plaidoyer est plus moderne. Mais ces personnes-là, elles ont besoin, comme toutes les personnes qui sont un peu vulnérables, d'être soutenues, défendues, valorisées et de présenter d'elles une image positive. Voilà en gros et très rapidement ce que fait la Fondation Jérôme Lejeune depuis 30 ans. On parlera bien sûr de ce texte sur la fin de vie dans un instant. D'abord, pour revenir un peu sur ce que fait cette Fondation Jérôme Lejeune, pour ces profils de ces personnalités que vous accompagnez. Pourquoi vous, personnellement, vous êtes intéressé à cette fondation, avec votre parcours ? Alors c'est un peu une histoire personnelle, effectivement, parce que je ne suis pas quand même tombé comme ça dans la marmite tout seul. Il se trouve que j'ai épousé une des filles de Jérôme Lejeune. Donc j'étais dans la famille depuis longtemps. J'ai connu Jérôme Lejeune de son vivant pendant au moins une dizaine d'années. Et j'ai assisté en particulier à la fin de sa vie qui a été très rapide parce qu'il y a eu un cancer qui a duré 3 mois et il est mort en activité de service. Il était encore chef de service à l'hôpital Necker Enfants Malades. Il avait là une énorme consultation de personnes porteuses de trisomie 21 puisque, comme vous le savez, Jérôme Lejeune était celui qui a découvert la trisomie 21 avec Marc Gauthier et Raymond Turpin en 58. Donc après ça, il est devenu professeur. Il a eu la responsabilité du service de génétique à Necker qui est la Mecque de la génétique en France. Et il accueillait toutes les personnes porteuses de trisomie 21 et avec une particularité, pas seulement les enfants, parce que vous savez, on dit toujours Necker, enfants malades. Oui. En fait, les trisomiques, ils restent pas enfants toute leur vie. Et comme après ça, il y a plus grand monde pour s'en occuper, parce qu'une fois qu'on a trouvé que c'était la trisomie, plus personne ne sait faire grand-chose. Lui, il continue à aller voir en consultation, à suivre les familles, les parents, et pour essayer de leur trouver des solutions pour améliorer leur vie, etc. Donc, il avait une très grosse consultation. Et moi, j'ai connu Jérôme Lejeune mourant et disant qui va reprendre la consultation. Et en fait, avec sa famille, c'est à ce moment-là qu'on a réagi en disant mais il faut continuer ce qu'il fait. Il faut continuer ce qu'il fait, mais vous n'étiez pas obligé. Je n'étais pas obligé. Qu'est-ce qui vous a poussé au-delà de ça, au-delà de ce lien avec Jérôme Lejeune? Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que je pense que c'est quand même une vocation particulière. Aujourd'hui, dans notre société de 2026, on va dire, s'intéresser à l'autre, c'est devenu chose rare. S'arrêter, prendre du temps pour s'intéresser à l'autre en souffrance est devenu chose rare. Est-ce qu'il n'y a pas là peut-être une petite fibre aussi chez vous qui a peut-être résonné? Sûrement, il y a beaucoup de choses qui ont résonné en moi. Alors, il se trouve que dans ma vie personnelle, mais en fait, j'aurais réalisé ça beaucoup plus tard. J'ai eu une petite sœur
qui a été trisomique et qui est morte en bas âge. Et moi-même, j'étais très jeune, donc je m'en souviens, mais j'ai pas vécu avec elle. Elle a vécu 4 mois. Mais en fait, j'en m'en suis rendu compte après. Et c'était assez curieux parce que, en fait, quand j'ai pris la tête de la fondation, j'étais aussi disponible pour le faire, mais j'avais pas conscience de ça. C'est après je me dis, mais finalement, il y a un lien avec ma vie personnelle, mais que je l'avais pas réalisé, je l'avais pas conscientisé. Si je peux dire, c'est assez curieux. Très intéressant. Venons-en justement à la trisomie 21. Et ces personnes porteuses de trisomie 21, vous venez de m'expliquer le fait que ce ne sont pas toujours des enfants. Ce ne sont plus toujours des enfants, après, voilà. Ils grandissent et ils vieillissent. Ils grandissent et ils vieillissent, et on voit la panique des parents lorsqu'ils se disent que, en général, lorsqu'on fait un enfant, on a pour objectif de l'aider à être indépendant, à être autonome. C'est un objectif de vie de parents. Lorsqu'on est face à un enfant porteur de trisomie 21, comment peut-on leur porter secours ? Vous avez raison de souligner ce point parce que c'est quelque chose de relativement nouveau pour la trisomie. Parce que les personnes porteuses de trisomie vivent beaucoup plus longtemps maintenant. Et en fait, les parents, quand ils donnent naissance à un enfant porteur de trisomie, se disent « qu'est-ce qui va devenir quand nous, on aura disparu ?» Or, c'est une question qu'on ne se pose pas quand on a des enfants qui ne sont pas malades. On se dit il va grandir, il va avoir un boulot, il va se marier, il vivra sa vie, puis nous, on disparaîtra. C'est la logique des choses. Mais quand on laisse un enfant qui ne sera plus un enfant, mais qui sera encore quelque part aussi un enfant parce qu'il aura la trisomie 21, les parents se posent cette question-là très tôt. Et je trouve que c'est assez cruel, en fait, pour les parents. Très. Que la joie de donner naissance à un enfant, fût-il différent parce qu'il a un handicap, c'est de se dire, mais alors, finalement, il sera tout seul quand nous sera partis. Donc ça crée une angoisse qui commence trop tôt, je trouve. Et lorsque vous êtes à la Fondation Jérôme Lejeune, comment est-ce que vous accompagnez ces parents ? Alors ça, c'est surtout, en fait, la première chose qu'on a voulu faire en créant la Fondation, c'était de refaire la consultation, parce qu'on se dit la chose qui rend le plus service aux gens, la plus immédiate, celle qui touche le réel, c'est de recevoir les gens en consultation. Donc on a créé une consultation dans un véhicule particulier qui s'appelle l'Institut Jérôme Lejeune, qui est complètement médicalisé. Il n'y a que des professionnels de la santé, de différentes corporations, il y a des généticiens, des pédiatres, des gériatres, des psychologues, etc. Et nous, ce qu'on est capable de faire, ce que l'Institut est capable de faire, c'est un bilan complet de la personne, avec un historique assez ancien. On a récupéré plusieurs milliers de dossiers de Necker enfants malades, et donc on a un historique des plus âgés des trisomiques qui ont 70 ans, mais on connaît toute l'histoire de la maladie, et c'est extrêmement rare, en fait, pour du personnel médical, pour des médecins, de suivre des gens pendant toute leur vie. C'est très rare, en fait, avec toute l'histoire de leur pathologie, en tout cas dans des domaines spécialisés comme cela. Et on est capable d'anticiper un certain nombre de choses, de prévenir des surhandicaps, car malheureusement, il y a aussi des pathologies associées, des comorbidités qui s'ajoutent à la trisomie 21, et ça, il y a beaucoup de choses qu'on est capable d'éviter, d'empêcher, de ralentir, de freiner, d'anticiper, et de voir, par exemple, que, si ils ont des dépressions, s'ils commencent à régresser avec l'âge, si ils ont des signes d'Alzheimer, parce que beaucoup d'entre eux, malheureusement, développeront un Alzheimer un peu plus tôt que les personnes qui ne sont pas atteintes. Donc ça, c'est des choses qu'on peut anticiper. Et ça, c'est très, très important pour les parents. Et surtout de se sentir entourés, accueillis, suivis, pas jugés. Et puis, il y a toutes les périodes de la vie, il y a l'adolescence. Enfin, rien n'est si facile que ça. Alors, nous, on ne cherche pas à médicaliser la trisomie parce que notre but, c'est l'inclusion, c'est l'autonomie, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est les rendre autonomes le plus possible. C'est ça le but du jeu. C'est pas de les faire venir à l'hôpital. Et c'est qu'ils soient inclus. Et on chante aussi, comme tout le monde, l'hymne de l'inclusion. Bien sûr. Mais il n'empêche qu'il y a des freins qu'il faut lever et qui n'ont pas toujours été levés parce que, justement, on a considéré qu'il n'y aurait plus de trisomie 21, que finalement c'était un sujet qu'on ne pouvait pas traiter parce que c'était un handicap, c'était bloqué. Et donc très souvent, on a eu par le passé tendance à traiter la question de la trisomie 21 dans le médico-social. Alors c'est pas du tout pour jeter le discrédit sur le médico-social, ils font un travail formidable. Mais nous, en fait, on est dans l'accès à certaines médecines spécialisées qu'on a un peu négligé pour eux. Voilà. Et puis, un jour, trouver des moyens de leur rendre toute l'agilité de leur faculté intellectuelle, parce qu'ils ont des problèmes de concentration, de mémoire, de dispersion, etc. Bon, et ça, on pense un jour qu'avec des médicaments, on arrivera à réguler l'effet supplémentaire, exagéré, et du chromosome supplémentaire qui est présent dans toutes les cellules. Et ça, on pense un jour trouver un médicament pour ça. Jérôme Lejeune y croyait fermement, et nous aussi à sa suite. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans la société, on s'intéresse de
plus en plus ou de moins en moins à ces profils porteurs de trisomie 21 ? Moi, je trouve qu'il ne faut pas être négatif. La société a quand même évolué. Elle a changé, elle a plutôt bien changé. Maintenant, vous voyez qu'ils sont présents, les personnes porteuses de trisomie, dans des films, des publicités. Ils viennent à la télévision, quelquefois sur des plateaux de célébrités de la télévision, de maisons que nous aimons bien. Et ça, c'est formidable. Et puis, ils vont plus à l'école. Il y a une loi de 2005 qui oblige l'école publique à prendre les enfants. Beaucoup d'entreprises prennent aussi des personnes en contrat, même en CDI. Nous, à la Fondation, on a aussi des personnes trisomiques qui travaillent. Mais bon, c'est pas facile pour tout le monde. Et puis, les personnes porteuses de trisomie, elles sont comme vous et moi. Il y en a qui sont plus intelligentes que d'autres, plus aptes que d'autres. Oui, il y a plusieurs profils. Voilà, plusieurs profils. Après, la trisomie écrase un peu l'ensemble et rend l'accès à la vie ordinaire plus difficile. Mais les choses ont changé. Et j'en veux pour preuve le petit truc en plus, le film qui est sorti l'année dernière, qui a eu un succès énorme. C'était, je crois, le plus gros succès du cinéma en 2024. Sans promo. Alors, il y avait 20 ans en arrière, il y avait le 7e jour. Oui. Bon. Et puis, non, on ne peut pas dire que la société n'a pas évolué dans le bon sens s'agissant de l'accueil de la personne porteuse de trisomie adulte, mais il y avait beaucoup de chemin à faire. Et une partie du chemin a été faite par Jérôme Lejeune au moment, en particulier, de l'annonce du handicap, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'avant la découverte de la trisomie 21, on ne savait pas exactement quelle était l'origine. Oui. On avait le tableau clinique qui avait été brossé depuis très longtemps, mais on ne savait pas d'où ça venait. Et c'est pour ça qu'on les a appelés, à un moment donné, les Mongoliens. Parce qu'ils avaient les yeux bridés, on disait, c'était une explication pas scientifique du tout, qui avait été donnée par les anglo-saxons, par Down, on dit Down syndrome dans les pays anglo-saxons. Et ils pensaient qu'ils ressemblaient à des Mongols parce qu'ils avaient les yeux bridés. C'était une sorte de dégénérescence raciale de la race blanche vers la race jaune. C'était horrible. Et c'était complètement pas scientifique du tout. Et le jeune a montré que c'était quelque chose de génétique, que c'était quelque chose qui touchait les chromosomes. Il y avait un chromosome en plus. C'était vraiment une anomalie assez forte dans le patrimoine génétique. Mais c'était pas héréditaire. Et ça a été très important parce que on a pu dire aux gens, et en particulier aux mamans et aux papas, mais c'est pas de votre faute. Très, très c'est bonne pas remarque. Un enfant du péché. Très bonne c'est remarque. Pas un enfant de la honte. Il n'y a pas besoin de traverser la route quand vous en croisez un sur le trottoir. C'est pas contagieux. Parce qu'il y avait des choses épouvantables qui étaient dites sur les parents. Et en particulier, on accusait, et notamment les femmes, d'être des femmes de petite vertu. Et donc, c'était à l'origine une maladie vénérienne, je ne sais pas quoi. Donc, c'était infamant en plus. Tout était dit. Tout a été dit sur cette maladie. C'était épouvantable. Alors, quand Jérôme Lejeune a dit aux parents, mais écoutez, c'est votre enfant, c'est l'enfant de papa et maman, d'ailleurs, il vous ressemble, vous l'aimerez, il vous aimera, vous pourrez être heureux avec lui, et surtout, n'ayez pas honte. Mais ça a rendu leur fierté à des quantités de parents. Et dans tous les courriers qu'on a eus à la mort de Jérôme Lejeune, on était très étonnés de voir que beaucoup de parents, qu'on ne connaissait évidemment pas, parce que c'était sa consultation, nous, on ne connaissait pas, et qui disaient merci de ce que vous avez fait pour mon père et ma mère. Vous leur avez rendu la fierté. C'est l'enfant trisomique qui répondait, qui mettait un mot gentil pour montrer à quel point ça avait été important pour les parents. C'est ça. Ça, c'était considérable. Et puis après ça, le jeune s'est dit, voilà, maintenant, il faut essayer essayer d'alléger leur sort, de faire en sorte qu'ils aillent mieux. Et donc, il a consacré sa vie à ça. Et malheureusement, il est mort trop tôt. Et c'est le défi qu'on a voulu relever avec le deuxième verbe que j'évoquais tout à l'heure, le verbe rechercher, chercher. Et soigner donc, et rechercher. Voilà, on finance de la recherche pour essayer de mettre en échec ce type de maladie. Je parle de la trisomie, il y a d'autres maladies qui sont moins connues, parce que la trisomie, c'est plus facile à visualiser. Oui. Mais il y a d'autres types de retards mentaux, effectivement. Et puis, il faut trouver des sous aussi, parce que on n'a pas de subvention publique, donc c'est une fondation qui est privée. Pourquoi vous n'avez pas de subvention publique ? D'abord, on n'a pas demandé, mais je ne suis pas certain qu'on en aurait eu. Parce que c'est pas Pourquoi vous dites ça ? Mais le monde de la recherche n'est pas très riche quand même, il faut reconnaître. Bon, et moi, ça ne me choque pas du tout que le privé vienne en appui du public. C'est souvent comme ça dans la recherche. Vous voyez bien, c'est vrai pour le cancer. Il y a beaucoup de fondations, d'associations pour le cancer. C'est vrai pour le Téléthon, c'est vrai pour plein de pathologies. C'est bien, en fait. Mais après ça, il y a des politiques de recherche qui sont réduites parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. D'accord. Et je pense que la trisomie a hérité, en fait, de cette idée que c'était un handicap, que c'était figé. On avait tiré un rideau. Et que c'était pas une priorité. C'était pas une maladie, quoi. C'est pas une priorité. Voilà, c'est pas que l'État s'en fiche, on ne peut pas dire ça. Non, on ne peut pas faire de procès d'attention. Et d'ailleurs, il s'en occupe beaucoup à travers le médico-social. Donc ça, c'est très bien. Mais nous, on dit, il manque une petite marche quand même. L'accès à une médecine d'experts,
c'est hyper important parce que sinon, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Alzheimer, puis ça intéresse tout le monde aussi, Alzheimer. Il faut raccrocher les wagons et faire en sorte qu'ils soient soignés comme tout le monde, aussi bien que tout le monde, même quand ils soient adultes. Et que le médecin qui les suit en étant adulte ne dise pas « Ah, il est trisomique, on ne peut rien faire ». Moi, j'ai entendu ça quand on a créé la fondation, est allé voir le ministère de la Recherche. On leur a dit « On va faire de la recherche sur la trisomie ». Il dit « Mais pourquoi ?» Mais de toute façon, on ne peut rien faire. Oui, c'est ça. C'est une fatalité. Oui. Voilà. Et le but, c'est aussi de les faire sortir de l'institution, parce que le monde institutionnel, ça va à 5 minutes, mais c'est quand même pas très amusant de faire des boîtes en carton toute la journée. Je pense qu'ils peuvent faire autre chose et mieux, et on est là pour les aider à faire ça. Vous dites que ce n'est pas une maladie. Oui, alors c'est un grand débat. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à considérer les personnes porteuses de trisomie 21 un peu comme une communauté. Bon, mais ça a ses limites aussi, parce que c'est une communauté, mais qui se définit aussi par un handicap. Nous, on est à fond pour la journée internationale sur la trisomie, ou la journée nationale qui est en décembre, ou internationale qu'on fête à New York ou à Genève. Mais bon, il faut être réaliste aussi. Et très souvent, c'est ça qui est difficile, parce qu'on ne peut pas dire aux parents qui ont donné naissance à un enfant porteur d'un handicap ce qui va arriver après, parce que chaque jour suffit sa peine. Il faut mettre un pas devant l'autre, et puis on voit bien, après ça, le nuage s'éclaircit petit à petit. Mais il y a des moments où on croit que l'école va tout régler, et puis à un moment donné, ça bute. Bon. Oui. Et ça, on ne va pas dire aux parents, vous allez voir que quand il va arriver en 6e, ça va être difficile. Mais d'abord, que ce n'est pas toujours en 6e, quelquefois c'est en 5e, en 3e, quelquefois ça va plus loin. Et donc... là, on est là pour veiller aux tournants, différents tournants, les mauvais tournants, pour épauler les parents et leur proposer ce qu'on peut apporter, ce que la science peut apporter, ce que la médecine peut apporter, et ce que le médico-social peut aussi apporter de son côté. Donc le tout se conjuguant, je pense qu'on ne fait pas mieux que les autres, mais on fait quelque chose qui n'est pas fait. Bon, et on le fait en bonne intelligence avec l'hôpital public, puisque quand on a été voir le successeur de Lejeune à l'hôpital public, qui s'appelle Arnold Munich, qui est un généticien très connu, eh bien, il nous a donné, lui, des milliers de dossiers de patients, nous disant « Moi, je ne referai pas ce que fait Lejeune, parce que ce n'est pas mon sujet, mais vous, je suis content que vous le fassiez. » Et donc, c'était vraiment très aimable de sa part. Il nous a donné des dossiers, et donc on est parti avec ça. Et ça nous a été effectivement très utile pour monter cette consultation, qui est la consultation la plus nombreuse du monde. Alors, je dis ça en étant modeste, parce que c'est pas moi qui ai compté, mais l'Institut médical Jérôme Lejeune, qui voyage à travers le monde, et en particulier aux États-Unis, qui ont parcouru les États-Unis, ils nous ont dit « Mais il n'y a pas une consultation aussi nombreuse que la nôtre. On a 13 000 dossiers quand même. Donc c'est, pour une pathologie de niche, c'est beaucoup. Hein. Et on a chaque année 600 nouveaux cas qui nous sont envoyés par l'hôpital public. 600 nouveaux cas en France. Oui, alors en France ou venant en France, en particulier du monde des immigrés. Oui. Et parce que beaucoup arrivent aussi. Oui, parce que vous êtes reconnu comme spécialiste. Et ben voilà. Donc en fait, l'hôpital dit c'est trisomie, allez voir à la fondation. Et en fait, notre population, elle a beaucoup changé parce que avec le mouvement migratoire qu'on connaît, on a énormément de gens qui viennent d'Afrique subsaharienne, avec des enfants et des enfants handicapés. Et puis, nous, ça ne nous change pas notre méthode de travail, sauf que quelquefois, on est obligé de prendre un traducteur quand ils viennent de très loin. Mais en fait, à un moment donné, en France, on s'est dit, mais il n'y aura plus de trisomie à cause du dépistage, etc. Et en fait, si, il y en a encore beaucoup, et en particulier, ils viennent de l'étranger. Ils nous sont envoyés par l'hôpital public, et donc on travaille en bonne intelligence avec l'hôpital public à Paris, en tout cas. Beaucoup de questions, derrière aussi le fait que cette population d'origine étrangère qui arrive, parce qu'il y a des questions culturelles, il y a des populations qui n'avortent pas. Il y a des populations qui refusent l'avortement, justement, que l'enfant soit trisomique ou pas. Absolument. Et voilà, ça explique aussi beaucoup de choses. C'est très important, ça touche à beaucoup de sujets. Ah, mais bien sûr. Ça touche à énormément de sujets. Raison, ouais. Alors, question par rapport aux fonds, j'aimerais revenir là-dessus. Comment est-ce que vous levez les fonds? Qui vous aide, justement, financièrement, puisque vous m'expliquez que vous n'avez pas de subvention publique? Alors, on a un service marketing qui est très efficace et qu'on a commencé avec Madame Lejeune, dont j'aimerais dire un mot, parce que Lejeune est mort, Jérôme est mort en 1994, et Madame Lejeune lui a survécu pendant 30 ans. Elle est morte en 2020, au moment du Covid. Et elle est morte à 90 ans passés, et elle a été hyper active à la Fondation. Elle portait finalement l'âme de son mari et tout le canal historique. Donc, elle était très, très douée pour lever de l'argent, alors qu'elle est d'origine étrangère. Elle est danoise d'origine, elle a un accent très rugueux, on comprend presque rien de ce qu'elle dit, mais on comprend l'essentiel. En tout cas, quand elle demande des sous, on comprend qu'elle demande des sous. Et surtout, elle y arrive très bien. Elle y arrive très bien. On a un service de communication de marketing qui est très efficace, et on a commencé à faire du marketing papier, etc. Et pour la petite histoire, en fait, on n'avait pas... Moi, c'était pas mon métier, moi j'avais un autre métier. Bien sûr. Je ne suis pas payé à la Fondation, j'étais président du conseil d'administration, et en fait, je ne savais rien faire, bien sûr. Et donc, en tout cas, en matière de marketing, on a commencé
On n'avait pas de fichier, par exemple. Avec le registre des pompes funèbres, vous savez, parce que le jeune, il y a eu des obsèques, des belles obsèques à Notre-Dame de Paris, parce qu'il habitait tout près, dans le 5e arrondissement. Donc, il a été enterré à Notre-Dame de Paris. Enfin, sa messe d'obsèques, donc il y avait beaucoup de monde, et donc il y avait le registre des pompes funèbres, chacun met un petit mot gentil, etc. Et nous, on a récupéré ça, il y avait des adresses, parce qu'on envoie après ça une image ou quelque chose. Et on a fait, le premier mailing, c'était ça. Je ne sais pas si on aurait le droit de faire ça aujourd'hui avec toutes les règles. Sans doute pas. J'imagine que non. Mais c'était l'époque héroïque. L'époque cow-boy. Donc en fait, on a fait ça comme ça. Et les gens nous ont répondu très gentiment, parce que je ne sais pas, il y avait plusieurs centaines de personnes. Il y avait beaucoup de parents qu'on ne connaissait évidemment pas avec leur enfant trisomique. C'était très touchant. Donc il y avait à la fois les collègues de le jeune, il avait 67 ans, il n'était pas vieux. Donc il y avait tous ses collègues qui étales là, ses amis, sa famille. Et surtout, la plus grande cohorte des gens qui étaient là, c'était les familles. Et donc ils ont laissé leurs petits mots. Et nous, on les a contactés. On dit, on fait une fondation, est-ce que vous pouvez nous aider? Et c'est parti comme ça. Et ça fait boule de neige. Et on a su raconter, à la fois en parlant de Jérôme Lejeune, en parlant des enfants trisomiques. Et puis il y a eu des tas d'histoires. On a réussi à faire on a fait des concerts, on a fait des spectacles équestres. On a eu, par exemple, la première manifestation qu'on a faite, c'était avec Ruggero Raimondi, oui, le grand chanteur lyrique italien, dont on a trouvé un jour chez le coiffeur. C'est ma femme qui a trouvé ça chez le coiffeur, pas moi, je ne vais pas chez le coiffeur, mais ma femme... Si, certainement quand même. Elle a regardé un Paris Match ou un journée comme ça, et elle a vu Ruggero Raimondi qui était allongé dans l'herbe avec son petit garçon trisomique sur le ventre, et qui écrivait c'est un enfant de la joie ou du bonheur, ce n'est pas un enfant du péché, je sais pas quoi. Un mot très gentil. On s'est dit, on va lui écrire, quoi. Donc on lui a écrit, il nous a donné un rendez-vous 2 ans plus tard, parce que ces hommes-là, ils ont un âge d'âge qui est rempli, et il est venu chanter pour nous au Palais des Congrès à Paris. On a fait que ça le comble, enfin, c'était magnifique. Donc on a eu beaucoup d'occasions comme ça, on a saisi des occasions, et puis on a eu des gens, vous savez, les Fioretti, il y a eu des gens qui nous ont donné moi un jour j'ai eu un lingot d'or dans ma boîte aux lettres, enfin des trucs inattendus. Oui. Et puis on a surtout eu la reconnaissance d'utilité publique par le Conseil d'État. Capital pour lever des fonds. Solide. On a un représentant du ministère de l'Intérieur qui siège au sein du conseil d'administration, qui nous a toujours aidés, quelles que soient ses idées politiques ou autres, il nous a toujours aidés. Donc en fait, voilà, on n'a pas d'argent public, mais au fond on se débrouille pas trop mal maintenant. Maintenant, si dans le domaine de la recherche française pouvait prendre le pas, prendre le relais et avancer, nous on fait des études assez en amont qui permettent après ça de donner de l'espoir aux médecins et aux chercheurs. Et ce qu'on a réussi à faire, je crois qu'on peut le dire, c'est que on a réussi à réintéresser les chercheurs, les scientifiques, au fait qu'un jour, peut-être on pourrait trouver quelque chose. Et ça, on a bougé un peu le meuble en disant, ça y est, il a bougé, ça va aller, la suite va suivre. Très intéressant. Je fais une petite parenthèse parce que vous dites que vous ne faisiez pas. Justement, c'était pas votre carrière, vous étiez dans la Marine nationale. Donc, j'ouvre rapidement cette parenthèse. Quelle était votre fonction avant ? En fait, j'ai commencé ma vie dans la Marine nationale, ma vie professionnelle, parce qu'au fond, j'étais un enfant assez curieux et j'avais pas beaucoup voyagé étant enfant, et j'avais vraiment envie, puis j'avais un oncle qui était marin, j'avais envie de voir le monde, et j'avais envie de voir des horizons lointains, d'aller au-delà de l'horizon, et j'ai toujours rêvé d'être marin. Alors que je suis pas scientifique, donc j'ai réussi quand même à rentrer dans la Marine, et je suis resté dans la Marine pendant 13 ans. Donc j'ai fait le tour du monde, j'ai vu d'autres civilisations, d'autres pays, j'ai vraiment emmagasiné des très très belles images, des souvenirs pour longtemps. Et puis après, comme j'étais juriste de formation, j'ai eu l'occasion vous savez, les anciens militaires peuvent sortir et rentrer dans un autre corps de l'État, deviennent préfet, sous-préfet, il y a plein d'anciens militaires là-dedans. Et il y avait notamment un poste à la Cour des comptes à Paris. Et c'est là que j'ai rencontré Madame Girardin, notre amie commune. Oui, absolument, qui a été ministre de l'Outre-mer, qui voilà, et j'ai passé 33 ans à la Cour des comptes. Qui est une femme formidable. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens formidables comme Christine Girardin, Brigitte Girardin, pardon. Et nous sommes allés d'ailleurs aux Antilles faire des enquêtes sur des quantités de sujets. Oui. Non, j'ai passé 33 ans extrêmement intéressants dans un cadre totalement différent de celui de la Marine. La Marine, c'est la hiérarchie militaire. Bien sûr. En quoi, Jean-Marie Leméné, votre parcours, ensuite on parlera de la fin de vie, mais en quoi votre parcours justement dans la Marine nationale, la Cour des comptes, vous a permis d'avoir un regard particulier sur votre fonction aujourd'hui en tant que président de cet institut, de cette fondation Jérôme Lejeune? D'abord, en fait, dans la Marine, on a des responsabilités très tôt d'encadrement. En fait, moi, j'avais 20 ans que j'entrais dans la Marine.
Après ça, quand j'ai fait 2 ans d'école, etc., quand on monte sur un bateau, on est une sorte d'un service, et j'avais à 22 ans un service avec 25 personnes, dont certaines auraient l'âge d'être mon père. Quoi. Bien sûr. Donc on a des responsabilités humaines très tôt, avec des gens qui sont sous vos ordres, mais qui pour certains sont plus âgés. Et ça, c'est important, parce qu'on apprend ce que c'est que travailler travailler avec des vrais gens, quoi. Sur un bateau qui bouge pendant longtemps, loin et longtemps. Donc ça, c'est très formateur sur le plan personnel. Et puis, la marine, elle défend la veuve et l'orphelin, les gens qui se noient. Donc, en fait, l'idée de servir aussi les autres, servir la France et servir les autres, et les plus pauvres et les plus vulnérables, aller dans les tempêtes et les ouragans pour sauver les gens qui se noient. J'ai déjà fait ça. Ça, c'est quelque chose, voilà, qui fait partie du sac du marin. Et puis, ce que je dirais après, c'est que la Cour elle m'a donné une autre aide considérable dans le travail de président de fondation que j'ai eu après, enfin en même temps d'ailleurs. Oui. C'est que c'est un métier où alors du coup, c'est le contraire. Il n'y a pas de hiérarchie aussi formelle, bien sûr. On vous donne un papier, un crayon, une gomme, et on vous dit vous allez faire le contrôle de, je sais pas quoi, la Banque de France, un hôpital, une université, donc des trucs énormes. Oui. Et on est tout seul, et on nous dit vous pouvez écrire ce que vous avez constaté, ce que vous avez observé, à condition de documenter et de le prouver, et d'apporter la preuve, et de soumettre ça à la collectivité, à la collégialité de la Chambre. Donc c'est un travail très exigeant, mais qui oblige à une rigueur, c'est qu'on peut pas dire n'importe quoi, il faut apporter la preuve. Bon, avec ça, j'ai fait avec Brigitte, j'ai fait beaucoup ça. On a beaucoup travaillé ensemble. Et on s'est bien amusé, mais en même temps, on a travaillé vraiment très sérieusement. Et après, ça apprend la rigueur. Et puis, la Cour des comptes, ça veut dire qu'on sait regarder les chiffres. Donc, quelque part, la Cour des comptes fait aussi le contrôle des organismes qui font la générosité publique, qui demandent la générosité publique. Donc, j'étais bien placé aussi pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire quand on est président d'une institution comme celle-là, qui brasse quand même un certain nombre d'argent, quoi. Donc, voilà. Donc, j'étais équipé pour. Équipé pour Jean-Marie Leméné. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre chaîne podcast. Quelle histoire, l'histoire de ceux qui aiment la France sur tous les supports. Abonnez-vous. Question, Jean-Marie Leméné, avant de parler de l'euthanasie, très rapidement, pourquoi la Fondation Jérôme Lejeune a aussi une image négative chez certains ? Alors, elle a une image négative chez certains parce que, effectivement, elle défend les personnes porteuses de trisomie 21 et, en particulier, elle s'alarme, sans porter de jugement sur qui que ce soit, mais elle s'alarme du taux très élevé d'avortement eugénique. L'avortement eugénique, c'est pas l'IVG, c'est l'IMG, c'est-à-dire que c'est l'avortement médical de grossesse, lorsqu'on avorte parce que l'enfant est malade et a peut-être une anomalie génétique, par exemple. Ce qui pose problème quand même pour la trisomie 21, qui est une pathologie qui est compatible avec la vie en fait. Mm-hmm. Donc c'est pas une maladie, c'est pas une maladie létale. Paradoxalement, c'est le dépistage qui a rendu cette maladie létale, ce qui est quand même le comble. Et en réalité, les chiffres qu'on a, et qui ont été repris d'ailleurs souvent dans les rapports publics de l'Assemblée nationale ou du Conseil d'État, c'est qu'en fait, il y a 96% à peu près d'enfants dépistés de la trisomie 21 qui sont avortés avant la naissance. 96% des enfants diagnostiqués. Ça ne veut pas dire qu'il n'en est que 4%. Tout à fait. Il y a des femmes qui savent qu'ils garderont leur enfant, des femmes qui ne font pas le test, des femmes qui viennent de l'étranger où il n'y a pas de dépistage. Donc en fait, il en est beaucoup plus. Bon, il y en a à peu près 400, 500 par an. Il en est beaucoup moins qu'avant le dépistage, évidemment, mais il en est encore beaucoup, et suffisamment pour qu'on s'intéresse à eux. Alors c'est vrai que le fait de dire que, on est quand même pas très content de voir que cette pathologie fait l'objet d'une sorte d'acharnement eugéniste, parce que, en gros, il y a un réflexe d'aversion à l'égard d'un enfant parce qu'il est malade. C'est difficile à admettre parce que ça donne une image. Comment voulez-vous que la personne trisomique 21 soit fière d'elle-même si elle sait que de toute façon tout a été fait pour éviter qu'elle naisse? Donc voilà, ça nous donne une image un peu traditionnelle où nous rejoignons complètement les populations qu'on soigne maintenant. Et ça, on l'oublie de le souligner. Par exemple, on va parler de la fin de vie, on oublie de souligner que toutes les religions
sont d'accord au moins sur ce point-là. Ah oui, c'est sûr. Défendre la vie. Bien sûr. Beaucoup d'Africains, de Subsahariens, de musulmans, etc., refusent, de chrétiens, refusent effectivement d'avorter un enfant à naître parce qu'il y a justement un problème génétique et se réfugient chez vous. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un réfugié chez vous. Oui, oui. Alors, comment est-ce que vous voyez justement, puisque là, ça nous amène à ce dossier de la fin de vie, avec ce texte qui fait des allers-retours à l'Assemblée nationale, au Sénat, ce texte qui a été scindé en deux avec les soins palliatifs et la partie fin de vie euthanasie, appelons-le euthanasie, je l'appelle ainsi. Comment vous vivez, vous, ce texte? Comment vous l'expliquez autour de vous? Comment vous le défendez ou pas? En fait, il est venu nous chercher ce texte chez nous, en quelque sorte, parce que nous, on s'occupe plutôt des maladies génétiques, du début de la vie, de l'enfant, du développement, etc. On pourrait nous dire, mais pourquoi vous intéressez à la fin de vie? Alors, tout simplement parce que les personnes vulnérables seront plus rapidement et plus vite dans le collimateur de l'euthanasie que les autres. Et les personnes porteuses de trisomie 21, âgées, potentiellement Alzheimer, qui n'ont plus leurs parents, qui vont se retrouver à l'hôpital et elles n'ont pas toutes les cartes dans leur jeu pour durer très longtemps. Et donc nous savons d'expérience, parce qu'on l'a vu dans d'autres pays, que ces personnes vulnérables seront probablement les premières victimes de l'euthanasie, qui va devenir assez consensuelle, parce qu'au fond on dira, ben voilà, il a 70 ans, il est trisomique, écoutez, il a déjà eu une belle vie, voilà, est-ce que tu veux continuer à souffrir, ou est-ce que tu veux t'endormir pour toujours? Bon, et la question du discernement de la personne porteuse de trisomie 21 est au cœur de notre indignation, si vous voulez, parce que on dit, dans le projet de loi tel qu'il a été adopté provisoirement comme un an, on dit, voilà, normalement, vous inquiétez pas, les personnes qui sont des maladies mentales ou psychiques ne seront pas éligibles. Oui, en réalité, quand on regarde bien le texte, c'est beaucoup plus flou. Et en fait, on s'aperçoit que la question du discernement, si on considère que la personne a encore un discernement, il faut lui demander son accord. Et c'est ce qu'on aura tendance à faire pour les personnes trisomiques 21, parce qu'elles sont... Alors, si on n'est pas en état du tout de donner son avis, bon, la question ne se pose pas. On ne va pas imposer l'euthanasie à quelqu'un qui n'a pas demandé tout. Mais une personne trisomique 21 peut être encore en état de donner son avis. Quelle est la valeur, quelle est la qualité, en fait, de son discernement quand elle sera âgée, potentiellement Alzheimer, en détresse affective parce que ses parents seront morts. C'est assez facile d'extorquer un acquiescement qui n'en est pas un, en fait. D'autant plus que dans le texte, il est pour l'instant interdit d'influer sur la volonté de la personne, de conseiller, même, voilà, c'est devenu répréhensible, en tout cas pour l'instant dans les textes. Comment est-ce que justement vous arrivez à faire comprendre? Parce que vous savez, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment, ils se disent, écoutez, moi, Jean-Marie Leméné, j'entends bien que vous défendiez la vie, j'entends bien que vous défendiez la vie au bout du bout, mais je ne veux pas souffrir. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Il y a des gens qui disent je ne veux pas souffrir, et moi j'en fais partie. Vous aussi, moi je n'ai pas spécialement envie de souffrir, c'est absolument normal. Là où ça va un peu plus loin, c'est les gens qui vous disent moi je sais que je risque de souffrir, je ne veux pas souffrir, et donc dans ce cas-là je veux mourir. Et là quand ça va aussi loin, je pense qu'il faut aussi entendre ce que disent les gens. Il faut toujours entendre la question. Le problème c'est pas tellement la question, le problème c'est la réponse que la société est capable de donner en fait. Alors si effectivement on dit et j'aime bien, faisons une pause image oui. sur le mot que vous avez dit, la réponse que la société est capable de donner. On se rend pas compte justement avec ce texte de la puissance de la société, du rôle de la société, parce qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, je fais un gel image, mais une petite parenthèse, mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un fait une tentative de suicide, on court pour sauver cette personne. Lorsque quelqu'un veut se jeter du haut de la tour Eiffel, on va courir pour l'en empêcher, le raisonner. Ou bien s'il est tombé, il n'est pas mort, on va le secourir, on va prendre un défibrillateur, on va essayer de le ramener à la vie. C'est ça la société aujourd'hui. Quelle société justement on aura demain, selon vous, avec un texte comme celui-là? Eh bien, ça va être très difficile de pouvoir cohabiter le soin apporté aux suicidants, effectivement, parce que je pense qu'on aura toujours envie et la tentation de venir en aide aux suicidants,
Mais au fond, ce sera complètement contradictoire et paradoxal par rapport à la personne à qui on aura mis au bord de l'éligibilité à l'euthanasie. Et en fait, d'un côté, on va pousser certaines personnes à accepter, au fond, de mettre un terme à leur vie parce que on va leur dire mais vous êtes éligible. Et c'est ça qui va être terrible en fait. La personne qui se suicide, on lui dit pas t'es éligible, elle le fait, elle se jette sous un pont, etc. Mais là, on va être dans une situation où les soignants, pour certains d'entre eux, je dis pas tous, mais pourront être tentés, ou même la famille, parce que finalement, c'est très souvent la famille, dira mais tu sais, tu es éligible. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, tu es éligible ? Ça veut dire finalement, face à ça, à ce mot, je suis éligible, vous êtes éligible. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on résiste ? Ça veut dire on ne te retient pas. La société dit, je ne te retiens pas. Tu es très malade, je ne te retiens pas. Tu peux... Allez, vas-y. C'est pas possible, ça. En fait, on casse, on déchire le lien social. On détisse le lien social. Le peu de lien social qui reste. Qui reste. Et justement, je pense que c'est une occasion très positive de rebondir quand on parlera des soins palliatifs, parce que c'est le sujet aussi. La solution, c'est quand même les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont le lieu idéal pour retisser du lien social. C'est incroyable, c'est très positif, ça. La définition même du lien. De recréer du lien. De l'environnement. Alors bien sûr, avec les proches, avec les parents, évidemment, mais pas seulement. Aussi avec les autres. Et en fait, si on se donnait tous aussi cette petite mission d'aller de temps en temps aller voir à l'hôpital ou en EHPAD des personnes qui sont en fin de vie, qui sont toutes seules, parce que le grand drame aussi du suicide assisté ou l'euthanasie, c'est la solitude. Les gens sont seuls, les familles sont souvent un peu explosées, il n'y a pas toujours des enfants. Et moi j'ai des filles infirmières, elles me disent mais c'est terrible de voir les gens seuls, qui sont seuls, ils n'ont pas une photo sur la table de nuit, ils ont rien. Et en fait, on devrait se donner, nous en tant que citoyens de la République française, la mission de temps en temps d'aller dans un EHPAD, dans une pension de famille, que sais-je, ou en soins palliatifs aussi, on peut le faire. Alors, une petite préparation, etc. Mais aller accompagner des gens en fin de vie qui ne soient pas seuls. Jean-Marie Le Menez, vous rêvez. Vous rêvez. Mais oui, mais il faut rêver un peu. Parce que moi, ce que je vois autour de moi, et ça me déchire le cœur, ce sont parfois des gens qui ont mon âge, qui ont des parents, qui sont peut-être effectivement un peu malades, et qui les mettent en EHPAD pour pouvoir... Même, c'est ça la réalité. Qui les met en EHPAD, on les met en EHPAD pour pouvoir récupérer la maison, récupérer l'appartement, récupérer l'argent. Pardon, mais c'est ça la réalité de notre société aujourd'hui. Vous rêvez, Jean-Marie Le Menez, d'avoir justement des gens qui se disent, ça me donne des frissons, mais des gens qui se disent, non mais c'est vrai, on rêve de ça, d'avoir des gens qui se disent, mais moi je vais visiter des gens en EHPAD, mais moi je vais visiter pour créer du lien social. Aujourd'hui on est tellement retourné sur soi-même, ses propres parents. Moi ça me scandalise, mais je vous parle de ça, c'est parce que j'en connais beaucoup autour de moi, qui mettent leurs parents en EHPAD pour récupérer leurs biens. Alors, comment voulez-vous, justement, qu'on puisse aller recréer du lien social ? On en est là, aujourd'hui. Comment recréer ce lien social ? Donc, lorsqu'il y aura un texte comme celui-là, ça ne sera pas en EHPAD qu'on dira aux parents d'aller. Qu'est-ce qu'on dira aux parents ? On dira, t'es éligible. Vous êtes éligible. Tu es éligible. Ouais, ça. Et le parent va culpabiliser lui-même en disant mais c'est vrai, c'est maintenant à moi de m'en aller pour laisser la place à mes enfants. Évidemment. Et puis peut-être que l'argent qu'on dépenserait à l'EHPAD, si tu nous le donnais, ce serait peut-être plus utile. Exactement. Non, ça va être horrible. Mais on va perdre la quintessence du lien social et ça c'est vraiment horrible. Mais je suis sûr qu'il faut que les gens fassent l'expérience. C'est extrêmement valorisant d'aller s'occuper d'une personne en fin de vie. C'est pas forcément triste. D'abord les gens ont des choses à raconter, ils ont des choses à dire. Et puis surtout, je pense que ça redonne à la mort son véritable caractère. Parce qu'on a beaucoup fait de la mort une espèce de fantasme, ça fera forcément une mort horrible dans des agonies abominables. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faire un procès d'attention à la médecine que de dire la médecine va vous faire mourir dans des souffrances atroces. C'est pas vrai. C'est injuste à l'égard des médecins, des soignants, etc. Et d'ailleurs, une grande partie des soignants, et en particulier ceux qui s'occupent de la fin de vie, sont tout à fait défavorables à cette loi. Et les soignants, les médecins, tous ceux qui sont tous défavorables, il faut quand même les entendre. Il faut apporter le soin, la sédation quand il faut, etc. Tout est possible en médecine, mais surtout, il faut que la personne qui se dit un jour je vais mourir, qu'elle prenne le temps de réfléchir à ça. Et au fond, c'est un détachement progressif. Et on se dit oui, il y a des choses que je ne peux plus faire, il y a des actes que je ne peux plus poser, et j'accepte petit à petit ce détachement. Et ce détachement-là, quand il se fait dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans un esprit positif, parce qu'on vient vous voir, on vient vous raconter, on vient entendre.
ça se passe beaucoup plus sereinement. Et la famille, elle est sereine quand la personne décide de partir, parce qu'à un moment donné, vous savez, on a tous l'habitude, on a l'expérience quand on est un peu âgé. Une personne qui veut mourir en fin de vie, elle se retourne contre le mur quand vous allez prendre un café à la cuisine, vous revenez, elle est partie toute seule, elle a demandé rien à personne. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je commence à voir, je dis pas que j'ai l'habitude, mais j'ai quand même vu autour de moi mourir des gens qui sont plus âgés. Et moi, j'ai vu des morts admirables. C'était pas de l'héroïsme, mais ils mouraient sereinement, tranquillement, parce que ils avaient fini. À un moment donné, il faut lâcher prise. Et ce lâcher prise, ça prend un petit peu de temps. Mais quand ça se fait dans la douceur, c'est bien aussi pour ceux qui restent. Et le deuil se fait beaucoup plus facilement pour ceux qui restent. C'est une expérience très riche de faire ça. Alors que ce qu'on vous nous présente, c'est une mort rapide, soft, clean, pas chère. C'est la malbouffe dans la mort, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Et dans un ressentiment, une amertume, on en veut à la médecine on en veut... Non, on n'en veut rien. On part dans la gratitude d'avoir une belle vie, finalement, quand même, au bout du compte. C'était bien, ça valait quand même la peine. Et rappelons que la plupart, j'oublie les chiffres, mais la plupart, peut-être que vous les avez, mais la plupart de ces malades en fin de vie qui disaient avant je veux le suicide assisté ou je veux mourir, au bout du bout, face à la mort, renoncent et font face justement à la mort et renoncent à ce qu'ils avaient, parce qu'on a une autre façon de penser à partir du moment où on est face à la mort. J'ai une question aussi à propos de l'acharnement thérapeutique. La loi Leonetti interdit déjà l'acharnement thérapeutique. Très bien, on est d'accord. Et on est d'accord, mais ce que je ne comprends pas, Jean-Marie Leméné, pourquoi les Français qui disent justement, moi je veux la loi sur la fin de vie parce que je ne veux pas souffrir, pourquoi ils ne sont pas au courant que l'acharnement thérapeutique est interdit? Première question. Et comment on peut dire à son médecin, attendez, ça c'est de l'acharnement thérapeutique, vous voyez ce que je veux dire? Laissez-moi partir, je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'acharnement thérapeutique, c'est assez facile à définir. C'est très souvent, pour prendre l'exemple du cancer, il y a des médicaments contre le cancer qui ne marchent plus. Donc, faire des chimiothérapies est très très fatigante pour la personne quand le cancer continue à progresser, que les cellules continuent à se multiplier. À un moment donné, on dit c'est un médicament qui ne marche pas, donc on arrête le médicament. C'est normal, c'est pas du tout cruel, c'est logique et tout le monde accepte ça. Et la loi Leonetti n'a fait qu'entériner au fond une pratique qui aurait dû être toujours celle de la médecine. Alors c'est vrai qu'il y a eu au début des médicaments anticancéreux. Bon, il y a des médecins qui se sont dit bon, on va essayer jusqu'au bout pour voir jusqu'où ça peut marcher. Alors, c'est vrai qu'il y a probablement des patients qui ont fait les frais de ça. C'est vrai. Mais je pense pas que ce soit dans l'esprit de la médecine hippocratique de prolonger inutilement la vie d'un patient. Donc voilà. Donc on sait que quand on arrête les médicaments, de toute façon la maladie va prendre le dessus. Et après c'est à ce moment-là qu'il faut proposer les soins palliatifs. Et là les soins palliatifs permettent une fin de vie en douceur, accompagnée par des proches et qui a toute sa valeur jusqu'au bout. Question, est-ce que les soins palliatifs, ça m'est arrivé de faire des débats télévisés là-dessus, permettent systématiquement de pallier la souffrance? Alors, il peut y avoir des souffrances réfractaires, comme on dit. Bon, c'est rare, parce que généralement on y arrive. Les souffrances réfractaires, elles existent. Et à ce moment-là, la médecine a dans son arsenal ce qu'on appelle la sédation, c'est-à-dire qu'on endort le patient. Voilà. On sédate le temps nécessaire pour faire un soin, une opération, telle ou telle intervention, ou une bonne nuit, etc. Bon, et ça, il faut pas en abuser, parce que si tous ceux qui on arrête les traitements, on les sédate, on dit, voilà, de toute façon, on vous endort très fort, vous ne verrez jamais. Bon, c'est pas très... Bon, c'est un peu limite. Mais la sédation pratiquée avec intelligence, mesure, etc. Et puis, s'il faut sédater beaucoup, parce que le malade souffre beaucoup, il faut sédater beaucoup. Et à ce moment-là, le but recherché n'est pas la mort de la personne, le but, c'est de la soulager. Quitte, effectivement, à affaiblir quelquefois le cœur. Effectivement, il se peut que la personne meure à cette occasion-là. Mais ça, c'est pas le but qui est recherché. Donc, il faut bien distinguer les choses. Ce qu'on appelle une mesure à double effet. Si vous voulez. L'effet recherché, c'est effectivement soulager. Et puis, il se peut que, comme le médicament d'endormissement est très fort, le cœur en prenne un coup et à ce moment-là, il s'arrête. Bon, voilà. Mais ça, on n'a pas cherché la mort. Mais voilà. Le dispositif
en France, il existe pour venir... Oui. Il n'est pas connu, mais l'acharnement thérapeutique est interdit, etc. C'est pour ça que c'est d'autant plus curieux qu'en fait, on s'acharne à vouloir... Là, pour le coup, c'est l'acharnement à vouloir cette loi sur la fin de vie. Alors que ce qu'il faudrait en France, et ça, malheureusement, la France ne l'a pas fait depuis longtemps, c'est d'avoir un véritable plan de développement des soins palliatifs. Alors ça, c'est le deuxième volet de la loi. Oui, alors là, il faut le faire, mais il faut vraiment le faire. Et depuis longtemps, on aurait dû déjà l'argument l'appliquer. Aujourd'hui des politiques, c'est de dire, on n'a pas de soins palliatifs, alors on vous propose l'euthanasie. C'est ça. Ça va pas. C'est la défaillance de notre politique qui justifie de donner aux patients, aux médecins le pouvoir de faire mourir son patient. Comme disait Mitterrand, on a enlevé aux juges le pouvoir de tuer les justiciables, c'est pas pour le donner aux médecins. Exactement. C'était assez juste. Non, tout à fait. Développons les soins palliatifs et ça fait des années ça fait 30 ans. Dû le faire. Et ça fait 30 ans. Et effectivement, on voit des patients qui sont, souffrants dans les hôpitaux, mais à qui on ne propose même pas les soins palliatifs, Jean-Marie Leméné. On ne leur propose pas. Parce qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas toujours de... Voilà, on ne leur propose pas. Donc c'est pour ça que les gens se retournent systématiquement, enfin beaucoup en tout cas selon les sondages, vers cette solution législative pour la fin de vie, mais très important de regarder effectivement ce que disent les soignants, les médecins. Ce que vous dites là, je rebondis, justement ce que vous disiez sur les médecins qui ont l'habitude de soigner des patients en fin de vie. Moi j'en ai connu plusieurs, Claire Fourcade que vous avez peut-être reçu déjà. J'ai connu le professeur Lucien Israël qui était un camarade de Jérôme Lejeune, qui était un grand cancérologue, qui disait, ou le docteur Gomas, qui a beaucoup travaillé sur les soins palliatifs, et tous nous disent, on n'a jamais vu de patients qui maintenaient leur désir de mourir une fois qu'ils étaient entourés, et qu'ils avaient autour d'eux une équipe soignante, aimante, qui disait, vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout. Vous inquiétez pas, on vient vous voir, on s'occupe de tout. Et à ce moment-là, la personne... elle arrête sa demande. Et moi, ils disent tous, on n'a jamais vu un patient qui prolongeait sa demande. Donc en fait, il faut vraiment que la personne soit abandonnée, soit triste, soit dépressive, seule, pour maintenir ça. C'est un jet de détresse. On va encourager une dépression, une détresse généralisée chez les Français qui vont tous se dire, mais effectivement, il y a un moment, je vais devenir éligible. On va tous être éligibles, de toute façon, c'est pas compliqué. Pourquoi vous dites ça? Parce que on le voit dans les autres pays, on le voit en Belgique, on le voit dans les autres pays. Pourquoi vous dites on va tous devenir éligibles? Parce que quand on a une maladie grave et incurable, on peut continuer à vivre, et qui va petit à petit emporter des conséquences négatives sur votre qualité de vie. La qualité de vie va être un petit peu atteinte. On va tous être un jour dans cette situation-là. Donc si ça suffit pour aller à l'euthanasie, il n'y a qu'à donner une pilule d'euthanasie à tout le monde, je veux dire. Et c'est un peu ça, la loi. Presque. Mais elle se donne des airs hypocrites. Elle est très hypocrite parce que, vous savez, dans les conditions qui sont posées, il y a en particulier pas les enfants et pas les étrangers. C'est ça. Alors moi, ça me fait bien rigoler ces deux conditions-là. Pourquoi Parce que si l'euthanasie c'est si bien que ça, si les suicides assistés c'est si désirable, si dans le code de la santé publique, on va finir par considérer l'euthanasie comme un soin, au nom de quoi on va refuser un soin à des enfants qui souffrent, à des étrangers. Mais c'est dégoûtant. C'est injuste, ça. Alors, comment vous expliquez ce paradoxe ? C'est-à-dire que c'est pour montrer que c'est une loi d'équilibre, en fait. Donc, ils disent, vous inquiétez pas, ce sera pas pour les enfants. Au Canada, ils sont en train de voter l'extension de la loi pour les enfants. En Belgique, ça a été accepté. Alors, au début, on nous dit, vous savez, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo du professeur Touraine qui montre, vous inquiétez pas, au début, la loi va être très timide, mais une fois qu'on a mis le pied dans la porte, c'est l'essentiel, et après ça, on ouvrira la porte. Chaque année, il faudra y revenir, et on inclura les enfants, les étrangers, les malades psychiatriques, etc. Donc, il faut savoir que quand on dit, cette loi, il faudrait qu'elle évite les dérives et on va mettre des garde-fous. Mais en fait, à partir du moment où on accepte le principe de tuer son patient, ce qui est le contraire du serment d'Hippocrate, eh bien, il n'y a plus de dérive. C'est un déroulement normal. Mais si l'euthanasie est un soin, il est juste de le proposer aux enfants. Alors, vous dites... Mais je ne pense pas que l'euthanasie soit un soin. Oui, c'est ça. Alors, vous dites de tuer son patient, mais si le patient vous supplie, Jean-Marie Leméné, et vous dit, parce que il vous dit, je vous en supplie.
Donnez-moi la mort. Qu'est-ce que vous faites, vous? Écoutez, quand j'ai dit ça un jour au docteur Gomas, il m'a dit, généralement... C'est qui, docteur Gomas? Gomas, c'est un des médecins qui a été au début des soins palliatifs. Donc, on a fait un film sur la fin de vie, que vous avez montré sur C8 à l'époque. C8, oui. Et docteur Gomas s'est interrogé, c'est un des pionniers des soins palliatifs. Et un jour, on lui a posé la question, il avait dit, mais de toute façon, ceux qui vous engueulent, il parlait en tant que médecin, ceux qui nous engueulent en disant, docteur, donnez-moi la mort, j'en peux plus. Et généralement, ils veulent pas mourir, ceux-là. Exactement. Ils veulent pas mourir. Exactement. Mais c'est un appel à l'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais vous, médecin en face, vous faites quoi? Vous n'écoutez pas? Si, j'écoute. Si, bien sûr, mais j'ai écouté, j'ai pas. Mais je pense que cette personne-là, elle n'a pas dû voir beaucoup de monde, et il n'y a pas grand monde qui s'occupe de cette personne. Est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous êtes... Si la personne est dépressive, elle peut être dépressive. À ce moment-là, la dépression, ça se traite aussi, ça se soigne aussi. Moi, je pense qu'il faut établir le dialogue avec la personne, il faut la laisser dire. Elle va pas dire ça seulement, elle va dire pourquoi elle veut mourir. Pourquoi vous voulez mourir? Mais je souffre horriblement. Attendez, on va déjà régler la question de la souffrance. Après ça, vous me direz si vous voulez mourir. Ce qui est très 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 important, que j'ai compris en regardant un peu ces dossiers, c'est qu'il y a une façon de penser avant de savoir qu'on est condamné. On est tous condamnés, dès qu'on est, on sait qu'on est condamné. Mais à partir du moment où on sait qu'on a une maladie incurable, on change de mode de pensée. Et ça, j'ai l'impression qu'effectivement, les gens ne se rendent pas compte qu'on change complètement de façon de penser, de voir la vie, de voir la mort à partir de ce moment-là. J'ai 2 questions à vous poser encore. Première question, vous m'avez dit, la mort a son caractère. Qu'est-ce que vous entendez par là? La mort a son caractère. Vous m'avez dit ça tout à l'heure. Ah oui. La mort a son caractère, c'est-à-dire qu'il y a tout un univers autour de la mort à respecter. Il faut l'apprivoiser, oui. Voilà. Alors, au moment où on est au pied du mur de la mort, comment l'apprivoiser? Il ne faut pas la convoquer. Je pense que l'euthanasie a le tort de convoquer la mort. Et je trouve que c'est très orgueilleux, en fait. La mort nous ramène à notre vérité, en fait, et on doit être humble. Et l'humilité, dans le mot humilité, il y a le humus, c'est la terre. L'humilité, c'est savoir qu'on va retourner à la terre, à l'humus, parce que voilà. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on aborde avec la mort cette période-là de la vie où il faut se dépouiller de tous les artifices, de tous les oripeaux, de tous les déguisements qu'on a pu mettre pendant sa vie, etc. Et en fait, on apparaît à ce moment-là dans une forme de nudité, je dirais, mais qui est notre vérité aussi. Beaucoup ne veulent pas voir cette vérité. Oui, mais il faut avoir cette Moi, j'ai entendu un jour dans un débat, je crois que c'était un journaliste ou je sais plus où, un homme de lettres qui disait, moi, jamais je n'accepterai de me faire torcher, etc. C'est indigne. Mais est-ce qu'on perd sa dignité quand on est incontinent? Il faut le dire. À ce moment-là, bon, il y a plein de gens qui perdent leur dignité, mais on perd jamais sa dignité, en fait. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître ça. Et surtout, je veux dire, c'est aussi ne pas accepter de se faire aider, ne pas accepter de se faire aimer par les autres. C'est terrible, ça. Ne pas accepter que d'autres puissent avoir la charité de vous aider, ou l'amour, ne pas refuser de se sentir aimé par les autres. C'est finalement horrible. Et ça, il faut respecter ce temps-là, qui est un temps assez beau. Et quand vous disiez, effectivement, on change de logiciel quand on sait qu'on est atteint d'une maladie grave, c'est vrai, quand on passe près de la mort pour une raison ou pour une autre, on change de logiciel. Et la vie a infiniment de prix. Elle a infiniment de prix. Chaque jour. Chaque jour compte. Et chaque jour est entièrement rempli. Et des gens qui se savent condamner remplissent leur vie comme ils peuvent, mais ils la remplissent. Et c'est pas parce qu'on apprend un jour qu'on a un cancer qu'on s'effondre. Il y a un moment on n'est pas content d'apprendre cette bonne nouvelle. Mais en fait, on peut vivre une vie extrêmement remplie. Mais on peut remplir un dé ou un baril. Quand la vie est toute petite, on remplit un petit récipient de vie, mais il est rempli quand même. Et ça peut aller jusqu'à la fin jusqu'au dernier souffle, et ça peut être des moments très beaux. Alors évidemment, on préférerait être en bonne santé, mais il faut accepter l'idée que ça se termine. Mais il faut l'accepter en douceur. Mais le coup de partir en Suisse avec des copains et prendre une cuite pour se faire euthanasier le lendemain, c'est quand même pas génial, quoi. Et les documentaires qu'on a vus là-dessus, c'est pas génial. C'est le choix de certains. C'est le choix de certains. Il y a un côté un peu trash, quoi. Ouais. C'est leur façon de voir. C'est leur façon de voir. Et peut-être, comme vous dites, Jean-Marie Leméné, parce qu'ils ne veulent pas, effectivement, voir ce moment de fin de vie, ne veulent pas faire face. Et peut-être que, justement, toute notre vie
sur Terre est faite pour affronter ce moment. Bien sûr. Pour réfléchir à ce Bien moment. sûr, exactement. Pour passer justement à ces derniers instants de vie. Bon, ça, c'est je pense que comme pour le début de la vie, les populations qui viennent d'outre-Méditerranée, d'Afrique, Afrique subsaharienne ou d'autres, en fait, ils ont aussi un autre éclairage. Je pense qu'on ne donne pas un bon exemple, nous, l'Europe de l'Ouest, là, avec nos lois sur l'exclusion, sur l'eugénisme, sur la fin de vie. Il y a très peu de pays, d'ailleurs. Le respect de la personne âgée est très grand en Afrique, par exemple. Tout à fait. Et on a beaucoup d'égards. De ces moments de vieillissement, de ces moments de... Et la personne est infiniment respectable quand c'est un vieillard. C'était comme ça en France autrefois, dans les campagnes. On mettait le grand-père près de la cheminée, puis un jour, il était mort, quoi. Mais il restait avec tout le monde. Et ce lien social, il est infiniment précieux. On se plaint du délitement social, de la perte du lien social, mais alors là, on a une occasion de refaire les fils, là. On se plaint aussi de la mort, on se plaint de... Moi, vous savez, je suis née, j'ai grandi en Guadeloupe, et dès l'âge de 7 ans, 8 ans, j'étais déjà confrontée à la mort. Un tonton, un papy, un voisin, avec tout le cérémonial, la veillée. Aujourd'hui, on efface ça. On ne veut pas avoir la mort. On ne veut pas faire face à la mort. Et la mort nous renvoie à la vie. Justement, nous renvoie à la vie et nous renvoie à la beauté de la vie, à l'importance qu'on a de vivre. J'ai une petite dernière question pour vous, mais avant ma dernière question, pourquoi, selon vous, on est l'un des rares pays à vouloir cette loi? Parce que sur 200 pays, voilà, je sais pas, il y a très peu de pays justement qui ont légiféré sur la fin de vie. Pourquoi, si vous permettez ce mot, cet acharnement, selon vous, d'un pays, d'un État comme la France, à faire cette loi sur la fin de vie? Je crois que malheureusement, on revit des heures qui, à certains égards, sont comparables à celles qu'on a connues avant la Deuxième Guerre mondiale, avec des thèses eugénistes, de sélection, des bonnes races, des mauvaises races, etc. Enfin, ça revient, c'est une espèce de leitmotiv historique qui revient et... C'est des mouvements de balancier. Alors certes, il y a les développements considérables de la technicisation de la vie qui font qu'on se dit mais jusqu'à quand on va se prolonger, donc il y a un moment où il faut arrêter. Oui, bien sûr. Mais je pense c'est surtout un mouvement, je trouve, d'orgueil très profond de l'être humain qui ne veut pas voir la vérité de ce qu'il est, en fait. L'être humain, il est nu, il est pauvre, il faut qu'il accepte cette vulnérabilité. Et on ne veut pas voir ça, on veut mourir grand, beau, fort, riche, dans la performance, mais c'est pas ça la vie. Et au fond, ça nous empêche de donner cours à notre solidarité. Et la vie sociale, si c'est pas de la solidarité, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas pour protéger ceux qui sont faibles. Voilà. Donc je trouve qu'on détruit, et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi c'est un thème de gauche, la fin de vie, parce que cette fin de vie organisée par l'administration, c'est vraiment un thème social qui devrait mobiliser la gauche. Et d'ailleurs, il y a une partie de la gauche extrême qui est contre tous ceux qui sont contre le validisme, par exemple, qui disent mais attendez, là vous méprisez complètement ceux qui ne s'alignent pas, qui ne sont pas alignés avec les valides, qui sont le seul critère finalement qu'on doit suivre. Alors les invalides dehors, c'est ça finalement. C'est un thème sur lequel je pense qu'il faut continuer à se mobiliser. D'ailleurs, la Fondation appelle à se mobiliser. On a une pétition en ligne qui a été signée déjà par 160 000 signataires. Comment se mobiliser alors? Comment vous aider dans cette mobilisation si on est effectivement... Alors cette mobilisation, cette pétition s'appelle « Ne nous laissons pas abattre ». Voilà, ne nous laissons pas abattre dans tous les sens du terme. Et elle a déjà été signée par 160 000 signataires. Et puis on va aussi montrer à travers un site qui est en train d'ouvrir, qui s'appelle l'euthanasie est un abandon, euthanasie-abandon.fr. Et parce que l'euthanasie c'est ça, au fait, c'est un abandon. On n'a pas parlé de quantité de choses comme par exemple le délit d'entrave ou l'objection de conscience, mais tout ça ce sont des leurres, parce que l'objection de conscience, en fait, lorsque le médecin est obligé d'abandonner son patient aux mains de quelqu'un qui va l'euthanasier, c'est pas de la conscience. On peut pas livrer son patient à quelqu'un d'autre. Ça se fait pas. C'est un abandon, ça. Donc c'est très triste. Moi, je pense à une toute petite chose. On n'a pas parlé, mais moi, ça m'a beaucoup touché. C'est les petites sœurs des pauvres. Bon, on connaît tous les petites sœurs des pauvres. Elles ont une image, qu'on soit catholique ou pas catholique. C'est quand même une institution. Oui. C'est des sœurs qui donnent leur vie pour les pauvres, les vrais pauvres. Hein. On peut pas acheter sa place, hein, malheureusement, non. Tout à fait. Et en fait, les petites sœurs des pauvres, comme il n'y a pas d'objection de conscience pour les établissements,
Se dire qu'elles vont être obligées d'euthanasier leurs pauvres, c'est quand même le monde à l'envers. Ça devrait toucher même des gens qui ne sont pas religieux. Enfin, parce que les pauvres, elles n'accueillent pas en fonction du certificat de baptême, elles accueillent tout le monde. Non, mais c'est vrai, pas besoin d'être religieux, c'est le côté humain, le lien social. Et puis le délit d'entrave, c'est quand même un peu raide. Hein. Oui. Pardon, justement, on l'a abordé rapidement, le délit d'entrave. C'est-à-dire que si vous dissuadez, vous allez en prison. Incroyable. Voilà. On en parlait tout à l'heure, on ne peut pas discuter avec son père, sa mère ou son enfant. Est-ce que tu as bien réfléchi à ta décision de demander la fin de vie? On n'a pas le droit. Non. Selon le texte aujourd'hui, on n'a pas le droit. Prison ou amende. C'est quand même un texte d'une grande violence. Je crois que c'est un texte violent et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi il est porté avec autant de... Je ne comprends pas pourquoi M. Macron a fait la promesse à Lynn Renault. Je ne vois pas pourquoi Lynn Renault serait l'inspiratrice des lois de la République, honnêtement. Elle a sans doute d'autres qualités. Chacun son avis, chacun sa façon de voir. Mais là, je vois pas trop. Jean-Marie Leméné, ce qu'on peut observer, sans porter de jugement, c'est que les mutuelles applaudissent, si vous permettez. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'hôpital français et ceux qui sont supposés prendre en charge les Français en fin de vie, il y a de moins en moins de personnel, on a de moins en moins d'argent, donc posons-nous toutes les questions, laissons ces questions en suspens. Dernière question, Jean-Marie Leméné, quelle est l'histoire qui vous a peut-être le plus bouleversé, une histoire de fin de vie de quelqu'un, peut-être que vous avez accompagné, un mot, une image, une histoire? J'en ai plusieurs, effectivement, mais... Celle qui vous a fait sourire. Non, je me souviens, en particulier de la... non pas du moment des obsèques de Jérôme Lejeune, où effectivement un jeune trisomique est venu, vous savez, il y a des prises de parole, souvent à la mort de quelqu'un, on fait son panégyrique, etc. Et là il y a un jeune trisomique qui a traversé l'église, c'était Notre-Dame de Paris quand même, et qui est venu dire justement le message que je vous ai rappelé tout à l'heure: merci professeur Lejeune de ce que tu as fait pour mon père et ma mère, grâce à toi ils sont fiers de moi. Grâce à toi, ils sont fiers de moi. Incroyable. Donc, vous savez, cette espèce de réciprocité de triangle-là est tout à fait vertueux. Et moi, je me souviens d'avoir accompagné... je pense à ma mère qui est morte il y a quelques années. Et le dernier mot qu'elle a prononcé, elle dit: c'est formidable. Je ne voyais pas trop ce qu'il y avait de formidable. C'est-à-dire elle était entourée de ses enfants. Comment elle est morte, votre mère? Et à quel âge? Elle est morte à 89 ans. Mais elle est morte... Justement, elle a été dans les soins palliatifs le dernier jour. Elle a été transférée de l'hôpital en soins palliatifs. Elle est restée... même pas une journée sous palliatif. Bon. Et en fait, elle avait ses enfants qui étaient là, et à un moment donné, elle finit par s'assoupir, et la dernière parole qu'elle a dit, c'était: c'est formidable. En gros, c'était formidable que vous êtes là, vous soyez là, quoi, en quelque sorte. Nous, sur le moment, on voit pas trop ce qu'il y a de formidable dans ce moment qui est quand même émouvant, mais en fait, elle sentait que c'était le moment de partir. Elle avait vu ses enfants, elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire. Elle a compris qu'elle pouvait lâcher. Souvent, c'est ce qu'on a du mal en mourant, c'est à se laisser glisser quand même. Il y a un moment où il faut lâcher. Et les médecins le disent: mais vous pouvez vous détendre, vous avez vu vos enfants, ça. C'est pas une incitation à mourir. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut décrocher. Et comme on a envie de rester en vie, il y a une lutte, et cette lutte-là, elle s'appelle l'agonie. C'est pas forcément douloureux au sens, mais il y a forcément un débat entre la vie et la mort. À un moment donné, on dit: il faut que je lâche. C'est le grand saut. Alors pour ceux qui sont croyants, la vie n'est pas finie. Alors bon. C'est formidable. C'est formidable. Merci beaucoup à Jean-Marie Leméné d'avoir partagé avec nous cette heure de discussion autour de la Fondation Jérôme Lejeune. N'hésitez pas à vous abonner sur notre podcast pour suivre effectivement quelle histoire, l'histoire de ceux qui aiment la France. Je retiens une phrase: l'humilité. L'humilité face à la vie, l'humilité face à la mort. Merci Jean-Marie Leméné. Abonnez-vous, quelle histoire!